Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2019 dans l'actualité ce soir. Avec un train toutes les 10 minutes entre Annemasse et Genève et un train toutes les 30 minutes en direction d'Évian et de La Roche aux heures de pointe, le Léman Express devrait nettement augmenter le trafic ferroviaire dans la région. Pour les gérer, 2 centres d'exploitation ont été aménagés à Annemasse et Lausanne. Visite dans quelques secondes. Les projets patrimoniaux font rarement l'unanimité. Aix-les-Bains n'échappe pas à la règle et le projet de rénovation des anciens thermes cristallise les désaccords entre la mairie et une association de défense du patrimoine. Nous le verrons. L'inauguration du Léman Express aura lieu demain. C'est donc l'heure des derniers préparatifs avant sa mise en service qui aura lieu dimanche. Les responsables du trafic sont prêts et ont hâte de voir partir les premiers trains, des trains dont la circulation sera gérée en étroite collaboration entre la France et la Suisse. Pour cela, un centre opérationnel spécialement dédié au Léman Express a été installé à Annemasse. De l'autre côté de la frontière, c'est le centre d'exploitation ouest des chemins de fer fédéraux suisses qui surveillera le trafic. Il est installé à Lausanne. Visite des lieux avec Victoria Lopez. Au centre d'exploitation ouest des CFF, 200 personnes surveillent chaque jour près de 900 km de lignes, 170 gares et des points frontaliers comme Valorbe ou Bellegarde. Avec l'entrée en service du Léman Express, le centre gérera quelques kilomètres de voies en plus jusqu'à l'entrée de la gare d'Annemasse. La particularité de cette mise en service, c'est qu'on a des trains qui circulent, régionaux qui circulent au quart d'heure, avec en plus, dans une cadence à la demi-heure, des Régio Express. Donc on a 6 trains par heure et par direction qui vont circuler entre les deux pays. En fait, la particularité de cette mise en service, c'est comment est-ce qu'on va gérer un trafic si important avec très très peu de temps de train, c'est-à-dire qu'on devrait être très très réactif. Quand on gère un trafic international, on n'a des fois pas de train pendant plusieurs heures, ça nous laisse le temps de réfléchir, de communiquer. Là, on a grosso modo un train toutes les 10 minutes. Ça veut dire qu'on va devoir être très très réactif en cas d'écart, en cas de retard. Et ça, c'est la nouveauté dans la collaboration avec la SNCF. L'objectif des équipes est de gommer l'effet frontière, que la collaboration permette aux voyageurs de bénéficier de ce transport en toute sécurité et en toute sérénité. Pour cela, de nombreuses années de travail ont été nécessaires. On voit 84 et avec 40 en gare de mer, un rendu libre et praticable. On met ça à 16h26, chef circulation Blazevich. Enes Blazevich est chef de circulation. Il est en lien direct avec ses collègues d'Annemasse. On est obligé de collaborer pour pouvoir faire au mieux en sorte que, surtout en cas de perturbation, on soit d'accord sur quel train, comment et puis comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation ensemble. Parce qu'on ne peut pas juste agir de notre côté en les laissant dans leur propre galère, j'ai envie de dire. Et puis de même, c'est toujours une communication qui est indispensable effectivement pour la qualité. Laurent Harry est lui aussi chef de circulation. Il travaille depuis 10 ans sur cette collaboration transfrontalière. Nous, jusqu'à l'entrée d'Annemasse, on roule avec la signalisation suisse. Et depuis l'entrée d'Annemasse, on est sous réglementation française, on roule avec des signaux français. Donc les deux appareils d'enclenchement qui gèrent la sécurité des trains, ce n'est pas la même technologie. Il a donc fallu développer des interfaces pour pouvoir que ces deux technologies puissent se parler et se comprendre. J'ai aussi au niveau réglementaire développé avec SNCF Réseau toute la réglementation justement à la limite de la réglementation suisse et de la réglementation française, les procédures en cas de situation perturbée ou de dérangement. Tous auront les yeux rivés sur les premiers trains du Léman Express qui partiront ce dimanche 15 décembre au petit matin. Prenons quelques nouvelles de l'Arve et de son bassin versant. Le syndicat en charge de sa gestion, le SM3A, a présenté ce matin de nouvelles dispositions pour prévenir les inondations. Son PAPI 2 pour programme d'action de prévention des inondations devrait viser à poursuivre ce qui a déjà été initié jusqu'en 2026. Montant de l'enveloppe 67 millions d'euros. Parmi les 40 actions prévues, le confortement des digues propriété de l'État. La dernière étape de validation pour ce programme aura lieu au premier semestre 2020. On écoute quelques réactions recueillies par Fanny de Vilaine ce matin à Saint-Pierre-en-Faucigny. L'agence de l'eau, le comité de bassin, nous souhaitons identifier le BF, l'espace de bon fonctionnement du cours d'eau, c'est-à-dire l'enveloppe de crue de référence ou l'enveloppe de crue connue, plus les zones humides à proximité de la rivière, de manière à ce qu'on protège les biens et les personnes. Un PAPI 1 avait été construit, il a eu lieu pendant 6 ans, il n'est pas totalement terminé, il est en train de se terminer, il sera achevé à plus de 83% en fin de contrat, ce qui est un très beau score de réalisation. D'une part, dans le PAPI 1,
Le Papy 2 avait été préparé par des études qui permettraient des travaux au Papy 2. Et puis, il y a de nouveaux travaux à faire et nous devons les faire sur 6 ans. Et puis, je peux sans grande difficulté dire que pendant le Papy 2, nous préparerons le Papy 3 pour aller au bout des besoins. Ça veut dire que l'action, la volonté d'agir, l'organisation du territoire face aux inondations ne se tarit pas et qu'au contraire, nous restons tenaces et actifs sur ce sujet essentiel pour la sécurité de nos concitoyens. Les thermes d'Aix-les-Bains suite mais pas fin. L'Arc de Campanus et l'Hôtel de Ville d'Aix-les-Bains, deux édifices qui sont aujourd'hui au cœur d'une polémique naissante entre la municipalité et une association de défense du patrimoine. En toile de fond, la réhabilitation des thermes nationaux. Les précisions avec Sébastien Germain. Au mois de février dernier, la municipalité d'Aix-les-Bains, propriétaire des thermes nationaux, lançait une consultation publique. Les habitants avaient le choix entre deux projets de réhabilitation et c'est finalement celui porté par l'architecte belge Vincent Caillebotte qui prévoit la construction de 2 tours de 8 étages qui a été retenu. 9 mois plus tard, le dossier est au centre d'une polémique née lors du conseil municipal du 5 novembre dernier et qui trouve sa source dans un point précis de la loi du 7 juillet 2016. On ne peut pas changer la destination ni le visuel d'un bâtiment construit à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique. Et notamment quand on est en co-visibilité, comme c'est le cas ici. Quand on regarde l'arc de Campanus, on a forcément un petit bout des thermes derrière soi. Si on se tourne dans l'autre sens, on a aussi la mairie là, on la regarde là, on a rapidement le visuel des thermes également. Donc on rentre en plein dans cette problématique. On l'a donc bien compris, les membres de cette association ne veulent pas du projet sélectionné qui met en péril, selon eux, tout l'aspect patrimonial de cette partie de la ville. Une suite judiciaire est donc privilégiée et l'association compte bien déposer un recours. Dès qu'on creuse, on trouve forcément des vestiges antiques. À ce moment-là, on prend le risque, de les découvrir et peut-être de les saccager. Et ça serait vraiment dommage. Du côté de la municipalité en place qui porte ce projet de réhabilitation, on assure qu'au contraire tout est mis en œuvre pour protéger le patrimoine historique. Il n'y aurait donc aucune inquiétude à avoir. Il faut savoir qu'Aix-les-Bains est une ville où la co-visibilité historique est très fréquente puisque nous avons la chance d'avoir une ville très patrimoniale, classée ville d'art et d'histoire. L'ensemble du projet, comme à venir l'ensemble des travaux, sera supervisé par les services de l'État qui sont compétents en la matière. Il n'y a pas d'autres compétences en termes de rénovation de bâtiments historiques. Donc tout ceci a été vu avec les services, instruit avec eux et bien sûr l'accord de principe a été donné pour lancer le projet. Recours ou pas, les travaux de désamiantage de l'aile sud des thermes vont débuter le 6 janvier 2020. Cette opération devrait durer 3 à 4 mois. En bref, la gendarmerie de Savoie met en avant aujourd'hui sur sa page Facebook sa coopération avec les autorités étrangères. 2 policiers de la Guardia Civile sont arrivés à Val Thorens, 2 policiers danois renforceront les unités, un à Val Thorens et un à Val d'Isère en février. Un binôme irlandais et un flamand sont aussi attendus, toujours à Val Thorens en janvier. Ces périodes sont décidées en cohérence avec les pics d'affluence des touristes de ces différentes nationalités. Au plus fort de la saison, les stations peuvent accueillir plus de 5000 ressortissants d'une même nationalité au même moment. Et nous restons justement en station. Oui, tu le sais, les stations ouvrent les unes après les autres. Ce soir, direction Val-d'Illier, dans la région voisine des Dents du Midi. Elle fait partie du domaine skiable des Portes du Soleil, qui constitue depuis plus de 50 ans l'un des plus grands espaces de ski au monde, avec 12 stations reliées entre la France et la Suisse. Val-d'Illier a présenté à la presse il y a quelques jours ses nouvelles infrastructures. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Ce week-end, nous allons ouvrir la liaison avec Avoria, qui est donc attractive pour nous et pour Avoria également. Il y a toute une série de mesures qui ont été mises en place pour essayer de faciliter l'accès au ski. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est de mettre à disposition un produit commun, accessible, donc en remontée mécanique, qui fait passer le skieur d'une vallée à l'autre. Nous avons finalisé cette année la réalisation d'une retenue collinaire, ce qui signifie que nous avons une retenue d'eau relativement importante, près de 100 000 mètres cubes. Nous pouvons maintenant garantir la neige assez tôt dans la saison, ce que nous ne pouvions pas forcément le faire avant. On voit cette année, on a déjà ouvert, contrairement à d'autres années, et cette garantie on l'a. Donc ce sont de très très lourds investissements, mais qui sont totalement justifiés et utiles. Et la neige arrive aussi en pleine cette nuit. Oui, prudence sur la route. Le dispositif viabilité hivernale est mis en place par les départements savoyards chaque hiver. En Haute-Savoie, 3000 km de routes sont à déneiger et à entretenir du 15 novembre au 15 mars. Le réseau routier, situé entre 400 et 1800 mètres d'altitude, est placé sous haute surveillance.
Le parc des routes départementales d'Annecy assure l'entretien des machines et surveille la qualité des matériaux utilisés comme le sel. Victoria Lopez nous fait visiter les lieux. Pendant l'hiver, 450 agents du département de la Haute-Savoie se relaient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Leur mission, surveiller, déneiger et entretenir les routes du département. Depuis quelques années, l'objectif est aussi de réfléchir à des méthodes d'entretien plus respectueuses de l'environnement. Nous avons 3000 km de routes départementales à déneiger. Il y a 10 ans, nous y consacrions 43 000 tonnes de sel. 43 000 tonnes de sel. Et en 10 ans, nous sommes arrivés à environ 23 000, 24 000 tonnes, 2 fois moins quasiment, avec l'usage de matériel particulier, de procédures particulières, et surtout avec un travail très précis de nos personnels qu'on salue. Ce sont ceux qui se lèvent à 3 h du matin pour qu'on puisse partir en général la route propre quand on va au travail. Le sel fait l'objet d'un contrôle tout particulier dans le laboratoire du parc des routes départementales. Les 80 échantillons reçus chaque saison passent une série de tests précis. Tous les 100 tonnes, pour chaque centre, nous emmène un échantillon. Et par rapport à cet échantillon, il y a plein d'essais qui sont réalisés sur ce type d'échantillon. Teneur en eau, teneur en chlorure, sa propreté. On regarde sa conformité par le biais du cahier des charges. Voilà. On est appelé à contrôler tout ça. L'atelier du parc assure quant à lui la préparation et l'entretien des engins de salage et de déneigement. Il y a 13 agents à l'atelier, il y a des spécialités, donc on a un chaudronnier, un carrossier, 2 électriciens qui sont un peu plus spécialisés mais qui sont quand même multitâches. À partir du 15 novembre, on a du personnel en astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour intervenir sur tous les sites donc, du secteur d'Annecy, pour les dépannages, les interventions quelconques. À Bonneville et à Thonon-les-Bains, 2 autres ateliers comme celui-ci assurent également la maintenance des engins. Au total, 154 camions et chasse-neige sont utilisés sur nos routes. Le dispositif de sécurisation et d'entretien des chaussées pendant la saison d'hiver représente un budget total de 10 millions d'euros. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Victoria, je te laisse conclure. À demain. Et voilà, Accès Direct, c'est terminé pour ce soir, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h30 avec World of Free Sports, le Buff Epic Trail, un grand rendez-vous de trail international qui se déroule en Espagne. Demain, Fanette de Buisson sera aux commandes d'un accès direct spécial dédié à l'inauguration du Léman Express. D'ici là, restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt sur 8 Mont Blanc.